Chers amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de ce podcast et c'est pour moi un immense plaisir de vous présenter Madame Nathalie Roy, qui nous fait l'honneur de sa présence ici en Belgique, qui est présidente de l'Assemblée nationale du Québec, après avoir été une ministre de la Culture particulièrement appréciée dans toute la francophonie, bien au-delà du Québec. Et donc, vous êtes vraiment une personnalité éminente. Et donc, c'est un plaisir, pour moi, un bonheur, non seulement de pouvoir vous accueillir ici en Fédération Wallonie-Bruxelles, dans le cadre de l'échange qui réunit régulièrement l'Assemblée nationale du Québec et le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et de vous accueillir ici dans ce podcast pour un échange tout à fait amical. Oh. Est-ce que vous pouvez nous dire, Madame la Présidente, quelle importance vous accordez à ces échanges entre le Québec et la communauté française de Belgique? Ce sont des échanges qui remontent à plus de 40 ans et qui sont formalisés à travers ce comité mixte. Est-ce que ça vous paraît vraiment utile? Oh, absolument. D'abord, laissez-moi vous remercier. Vous remercier pour l'accueil. Et c'est trop d'honneur, tout ce que vous venez de dire. Ça me touche beaucoup. Et là, je viens de toucher mon micro, ce qu'il ne faut pas faire. Ça part mal. Alors, blague à part, c'est un privilège pour moi d'être ici avec vous, Monsieur le Président. Nous nous sommes connus il y a à peu près 1 an, jour pour jour. Et j'en garde un souvenir magnifique, parce que vous nous avez accueillis au Québec avec une délégation du Parlement de la Fédération, et vraiment, ça a été pour nous une découverte exceptionnelle, voir à quel point, en étant si loin de nous, vous êtes si proches. C'est ce qu'on s'est dit en découvrant la province du Québec. Et là, c'est moi qui découvre votre magnifique Parlement et ça me touche beaucoup et je suis avec une délégation du Québec, 2 parlementaires et pas plus tard qu'hier soir, on se disait, mon Dieu, c'est fou comme les Belges nous ressemblent. Et être ici, dans ce Parlement, ça nous touche beaucoup parce qu'on a énormément en commun. Et quand je dis « nous ressemble », c'est qu'on se sent comme à la maison. On partage beaucoup de valeurs similaires, mais je pense aussi que c'est dans l'attitude, que c'est dans le propos, que c'est dans la façon d'être plutôt relax, sans prétention. Alors, on se rejoint, même on regardait la télévision, des programmes qu'on aurait pu produire, que vous faites ici, donc il y a énormément de similitudes. Et ça, la question que vous m'avez posée, c'est quelle est l'importance de ces rencontres, de ces comités mixtes qu'on appelle entre parlements. Chez nous, on dit « j'ai un chat dans la gorge ». Alors, c'est très important parce que c'est une façon naturellement de se connaître, mais au-delà de ça, d'améliorer nos pratiques comme parlementaires. Et on en est à la 46e année. On a célébré l'année dernière les 45 ans de cette entente bilatérale qui a été signée par nos prédécesseurs. Et c'est dire jusqu'à quel point c'est une des premières ententes que l'Assemblée nationale du Québec a signées. C'est avec vous. C'est avec la Fédération de la Wallonie-Bruxelles. Donc, c'est très important. Oui. Et dans le cadre de ces échanges, non seulement on a beaucoup de plaisir à se revoir et à se sentir effectivement en amitié, mais en même temps, ce sont des rencontres qui permettent d'approfondir des sujets qui nous préoccupent les uns les autres, de part et d'autre de l'océan. Et en particulier ici, cette semaine-ci, on vient déjà de consacrer une après-midi de travail à la thématique de l'enseignement et de la présence du fait religieux dans l'enseignement. On aura aussi un autre atelier de travail sur l'émergence de l'impérialisme, puisqu'on est là confronté à des phénomènes qui sont relativement inquiétants. Peut-être un mot sur d'abord la question de l'enseignement. Pour quelles raisons est-ce que vous avez voulu que l'on y consacre un peu de temps et que l'on partage nos expériences sur ce sujet-là? Tout simplement parce que nos sociétés changent. Au Québec, pendant longtemps, nous avons eu des écoles confessionnelles et puis ensuite, ce sont devenues des écoles linguistiques. Comme vous le savez, au Québec, la langue officielle est le français, donc les écoles étaient soit anglophones, soit francophones. Et on a vu émerger un phénomène où le religieux commençait à prendre de plus en plus de place, alors qu'il y a eu cette déconfessionnalisation de nos écoles. Parce qu'avant, vous aviez des écoles ou catholiques ou protestantes. Donc, c'est devenu des écoles linguistique, mais il y avait une resurgence du religieux, des demandes religieuses, des façons de faire. Et le Québec s'est doté d'une charte de la laïcité. Je sais qu'ici, ça n'a pas le même sens. Ce n'est pas le même sens. Le mot laïcité n'a pas le même sens ici
qu'au Québec, mais ce qu'on entend par là, c'est la neutralité religieuse, la neutralité de l'État, la séparation de l'État avec le religieux ou les religions. Donc, on a travaillé là-dessus au Québec. Une charte de la laïcité a été adoptée pour nous assurer que dans nos écoles, entre autres, il n'y ait pas de signes religieux apparents chez les enseignants. Et naturellement, le gouvernement et les oppositions sont en train de travailler avec tous ensemble pour une refonte ou une modification de cette loi. Donc, on va les laisser travailler pour l'étendre un petit peu parce que elle est somme toute très équilibrée. Le Québec a décidé, dans sa première mouture, que les personnes en position d'autorité coercitive, naturellement, qui sont des fonctionnaires de l'État, il y a 5 catégories de personnes qui ne doivent pas porter de signes religieux apparents. Et ces personnes sont les juges, les procureurs de la couronne, les gardiens de prison, les directeurs d'école et les enseignants et enseignantes du primaire. Et maintenant, pour la suite des choses, une nouvelle loi a été déposée pour étendre cette interdiction de port de signes religieux aux éducatrices dans les garderies avec les petits-enfants. Donc, on en est là et c'est de ça qu'on a discuté, mais au-delà de ce sujet-là d'éducation, il y a la langue, je pense, qui nous rassemble plus que tout, cette langue française et puis ce besoin de la défendre, de la protéger. Si je parle pour le Québec, nous vivons dans une mer d'anglophones. Tout autour de nous, le Canada est composé de 10 provinces, dont 8 où la langue officielle est l'anglais, une qui a 2 langues officielles, l'anglais et le français, c'est le Nouveau-Brunswick, et une où le français est la langue officielle, et c'est le Québec. Donc, on doit protéger cette langue, et tout autour de nous, c'est surtout de la culture anglophone, et juste en bas, il y a les Américains, les États-Unis, la plus grosse culture anglophone sur la planète. Donc, il faut la protéger, cette langue française, et puis on se rejoint là-dedans, dans cette francophonie. Absolument. Ce sont des questions qui se posent aussi parfois dans des termes différents du côté de la communauté française de Belgique, notamment l'organisation de l'enseignement est très différente, mais cette préoccupation qui vise à faire cohabiter des identités philosophiques ou religieuses différentes dans le respect du vivre ensemble, oui. C'est une préoccupation qui traverse l'océan et que l'on ressent également dans nos établissements scolaires. Et cette question de la langue est évidemment aussi très, très importante. La question linguistique en Belgique se pose un peu différemment. Nous, c'est la cohabitation entre le français et le flamand, le néerlandais. Mais on est aussi évidemment attaché à la promotion de la langue française et c'est l'essence même de la communauté française de Belgique. Donc c'est une des compétences parmi les plus importantes et c'est aussi par cette compétence-là que nous entretenons des liens, notamment avec les artistes québécois, des chanteurs, des écrivains qui ont un rayonnement qui atteint évidemment l'ensemble de la francophonie, en ce compris la communauté française de Belgique. Et vice-versa. Alors, il y a ces échanges culturels qui font vivre aussi notre relation bilatérale parlementaire, mais une relation qui va bien au-delà aussi du Parlement. Alors, vous avez évoqué l'influence de la langue anglaise. En fait, vous êtes vraiment à côté des États-Unis d'Amérique. De qui vous voulez parler, d'éléphant dans la pièce? Là? Éventuellement, oui, parce que l'autre sujet que l'on voulait aborder lors de nos rencontres, c'est cette question de l'émergence d'impérialisme. Ici, en Europe, on voit poindre tous les dangers de l'impérialisme russe qui ressurgit à travers le conflit ukrainien, mais on est aussi peut-être moins que vous, mais également impacté par l'impérialisme américain. Chez vous, c'est devenu vraiment une question existentielle. Écoutez, il nous arrive quelque chose qu'on ne pensait jamais voir un jour, c'est-à-dire que notre principal partenaire économique, notre voisin, notre ami de toujours, les Américains, soudainement, un président arrive et décide qu'on n'est plus son ami. Mais ça a un impact terrible, puis vous l'avez vu avec les tarifs qui sont imposés pour un oui, pour un non. On a des industries, l'industrie de nos ressources naturelles, notre bois d'œuvre, l'aluminium, des tarifs jusqu'à 50% sur nos produits, c'est énorme. Et récemment, le président américain a décidé qu'il ne voulait plus négocier avec le Canada, donc avec le Québec. Le Québec est à l'intérieur du Canada, et ça a des impacts majeurs sur notre économie, et c'est important plus que jamais de
de trouver de nouveaux partenaires fiables avec lesquels on partage des valeurs, mais aussi de renforcer les liens avec nos partenaires qui étaient déjà des partenaires fiables. Mais je pense que pour le moment, il y a un lien de confiance qui est brisé avec les États-Unis. Et pour nous, c'est inédit, c'est du jamais vu. C'est difficile à comprendre, mais vous nous parlez d'impérialisme. Ben, on a M. Trump qui se comporte en roi. Il y a même des manifestations aux États-Unis où on dit « no king, no king ». C'est pas pour rien. Il y a une attitude dictatoriale qui, en quelque part, est une atteinte à nos démocraties. C'est pas comme ça qu'on fait des échanges politiques. Et c'est très violent, intellectuellement parlant, ce qu'il fait. Et il y a des répercussions économiques. Donc, ça force nos gouvernements, celui du Québec et celui du Canada, à travailler ensemble et avec les autres provinces du Canada pour soutenir notre économie. Quelque chose malheureux bon, vous m'avez dit que ça avait un peu renforcé la cohésion canadienne par réaction à cette agressivité américaine. Ben, jamais on n'aurait pensé entendre un président américain dire « le Canada va devenir le 51e État ». Alors, ça a fait réagir tout le Canada, anglais et français, et on a senti une forme de resserrement, d'unité contre cette proposition de M. Trump. Et à quelque chose malheur et bon, le dialogue s'est ouvert davantage avec le gouvernement fédéral, avec les autres provinces, pour que nous fassions du commerce ensemble, parce que, bon, les États-Unis était notre principal marché. Il le demeure, il le demeurera, veut pas, à cause de la proximité. Et moi, je suis à une demi-heure de voiture de la frontière américaine, là, de ma circonscription. En fait, tout le Québec longe la frontière américaine, pratiquement, et le reste du Canada, là, pas que le Québec. Là. Donc, on est très, très proches, mais ça nous force à revoir nos façons de faire, à resserrer des liens entre nous, Canadiens, Québécois, et de travailler, d'échanger avec les autres provinces, ce qui est une bonne chose. On ne peut pas être totalement dépendant d'une seule économie. En quelque part, le hic, c'est que nous avions des économies intégrées. Alors, c'est très, très difficile. On va se défaire de ça, donc on subit les contre-coups. Les gouvernements arrivent avec des programmes pour stabiliser les choses, pour aider les entreprises, mais on rouvre sur les marchés européens. C'est très, très important. À l'occasion de la fête du roi ici en Belgique, on a organisé une réflexion sur l'évolution de la diplomatie dans ce contexte marqué par les montées d'impérialisme, parce qu'on voit bien que la diplomatie est mise en cause. On est désormais dans un monde où le rapport de force s'impose, alors qu'on a toujours privilégié, en raison de nos valeurs démocratiques, le dialogue, la concertation et une forme de coopération internationale. Un des effets de la situation que vous vivez, c'est curieusement de vous avoir aussi rapproché de l'Union européenne, du continent européen. On était déjà très proches par la langue, avec le Québec, on a évidemment des relations d'amitié, mais finalement, c'est l'ensemble du Canada qui se sent peut-être plus proche des valeurs européennes. Oui, absolument. Puis de toute façon, on partageait déjà une foule de valeurs communes. Naturellement, c'est la distance, mais je pense qu'il y a cette nécessité d'aller au-delà des distances et de se trouver des alliés fiables et des alliés en qui on peut avoir confiance pour travailler. Et on voit aussi que sur l'agenda politique plus large, nos sociétés, la vôtre tout comme la nôtre, investissent davantage maintenant en défense, se serrent les coudes à cet égard-là, tentent de s'aider parce que nous vivons des temps troubles. Alors, vaut mieux prévenir. Et on en est là. Et on partage ça. Nos économies et nos gouvernements respectifs investissent davantage. Il faudra développer, enfin, nous avons de notre côté des entreprises qui ont déjà une forte expertise, entre autres dans l'aviation, les hautes technologies, donc qui peuvent être mises à contribution pour cet exercice. Chez vous aussi. Donc, comment peut-on là-dedans trouver notre compte respectif tout en dépendant le moins possible des Américains, autant que faire se peut. Oui, et dans ce contexte-là assez chaotique, la francophonie reste plus que jamais une force de paix et de coopération. Et c'est vraiment un instrument que l'on doit renforcer, parce qu'à l'échelle du monde, la francophonie est un facteur finalement d'apaisement autant que possible. Oui, et de dialogue. Et vous l'avez dit, la façon de
de résoudre des conflits, c'est par le dialogue, les compromis, les donnants-donnants, et pas par cette forme de, ben là on y revient, d'impérialisme, où on vous frappe très très fort, et puis bon, ben est-ce que tu vas m'écouter? Est-ce que tu vas faire ce que je veux? Nous vivons dans une ère où les démocraties modernes sont loin de comprendre cette façon de faire. Donc, il faut s'ajuster. Lors de ce colloque que j'évoquais tout à l'heure sur la question de la diplomatie, notre ministre des Affaires étrangères a dit que la diplomatie, c'était la patience du dialogue face à l'impatience de la colère. C'est bien dit. C'est bien dit, et ça illustre un peu ce que nous venons d'échanger. Et j'ai entendu cet été, vous l'avez entendu également, le président du Sénat français, qui nous a dit à juste titre, la diplomatie parlementaire, c'est l'antichambre de la démocratie, parce que ce sont nos démocraties qui sont mises à mal. Et moi, j'y crois plus que jamais. C'est en se parlant, c'est en serrant les coudes, c'est en regardant dans la même direction, même si on est de pays différents, de nations différentes, et même de langues différentes, qu'on peut arriver à résoudre des problèmes, trouver des solutions. Puis, en bout de piste, pourquoi est-ce qu'on fait de la politique? C'est pour aider à la qualité de vie de nos concitoyens. Bien. C'est le seul motif. Donc, à partir de là, il faut trouver des solutions, ensemble. Et renforcer les liens d'amitié entre les peuples, c'est aussi la contribution de ces échanges diplomatiques comme celui que nous connaissons cette semaine-ci en Belgique. Pour conclure, Madame la Présidente, j'ai envie de vous entendre parler de la place des femmes, notamment en politique. Vous êtes la deuxième présidente, seulement je crois, de l'Assemblée nationale du Québec depuis le début de son histoire. Vous êtes une incarnation du combat féministe dans le monde politique et au-delà. Je vous le dis, non pas pour vous flatter, mais vous êtes un symbole important de ce point de vue-là. Quel est le message que vous pourriez nous délivrer pour que cette place des femmes soit davantage encore reconnue? Bien, merci, parce que c'est très beau ce que vous dites. Vous savez, les gens qui nous écoutent l'ignorent peut-être, mais ici, dans votre Parlement, il y a un mur avec les photographies de tous les présidents et présidentes. Bien, vous en avez 6. Alors moi, je suis la deuxième en 230 ans, donc vous êtes plus avancés que nous. Vous avez fait une plus grande place aux femmes en politique, et c'est tout à votre honneur. Vraiment, on a à apprendre de vous. De notre côté, ça a évolué lentement, mais de façon constante, et là, plus rapidement. On a 46% des femmes qui sont élues à l'Assemblée nationale du Québec sur 125 sièges. Moi, j'en suis très fière, parce que ça s'est fait de façon organique, c'est-à-dire sans loi, sans liste, sans obligation. Ce sont les partis qui ont dit « Ah, ben la population nous demande d'avoir des femmes candidates, donc on en met ». On présente des femmes, et chaque parti représenté à l'Assemblée nationale a présenté autant de femmes que d'hommes comme candidates. Et ben, ça a donné les résultats qu'on connaît. Donc, j'en suis très, très fière de cette place des femmes en politique chez nous, mais il faut demeurer vigilante. Il n'y a rien de gagné, il n'y a rien d'acquis. Et il faut travailler très fort. Mais vous savez, la seule façon d'y arriver, c'est avec des hommes. Et moi, c'est le message. C'est vrai que je réitère, si les élus veulent être honnêtes, avec elles-mêmes et avec les autres, il faut arrêter de frapper sur l'homme blanc de 50 ans qui est à l'origine de tous les maux. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, et au contraire, les élus qui sont là actuellement, élus, députés, ministres, présidentes, c'est le fond de la politique. C'est parce qu'il y a un homme qui leur a tenu la porte et qui les a invités à en faire. Et ça, je pense que c'est tout à leur honneur, et c'est avec des hommes de bonne volonté comme ça qu'on va y arriver, et c'est à deux qu'on va être capable d'avoir des parlements qui sont beaucoup plus représentatifs de la population. Et moi, en tant que femme élue, à chaque fois que je peux aider une jeune femme, une femme, peu importe son âge, qui est intéressée par la chose, autant dans l'administration que dans la politique active, tu as des questions, tu veux savoir, je suis là, je peux t'aider, je peux te donner des conseils si tu en veux, et je pense que, comme élus, on a un devoir. Il y en a d'autres avant nous qui ont défoncé les plafonds de verre. Maintenant, la porte est ouverte, et c'est à nous de la tenir ouverte pour les autres qui viendront. Merci beaucoup pour ces belles paroles. Merci pour l'exemple qui est le vôtre.
C'est un grand privilège, monsieur. Être élu, puis je sais que vous partagez ce sentiment, c'est un grand privilège qu'on doit à la population et on doit se le rappeler tous les jours. C'est pas un travail. Clairement. C'est un mandat, c'est un siège éjectable. Alors, tous les jours, il faut remercier nos concitoyens qui nous ont mis là. C'est vrai. Et c'est un service dans un contexte qui est parfois difficile. Hein. Ah oui. On a pu échanger longuement. C'est bien qu'au Québec, comme ici en communauté française, les tensions sont réelles à bien des égards. Et notre mission, c'est aussi d'essayer de solutionner ces problèmes et d'apporter des solutions pour un mieux-être, un mieux vivre ensemble, notamment pour les jeunes, puisque aujourd'hui même, on a eu l'occasion de rencontrer le délégué général aux droits de l'enfant en Belgique comme au Québec, la situation des jeunes et en particulier leur santé mentale. Tout cela mérite vraiment d'être suivi de très près pour finalement honorer notre mandat. Et je rapporte son rapport chez nous, au Québec. Absolument, je vous remercie. Merci beaucoup pour cet échange. On va encore passer quelques jours ensemble. Oui. Je m'en réjouis. Et puis j'espère que vous repartirez au Québec avec de beaux souvenirs de votre passage ici en communauté française de Belgique et qu'on aura l'occasion prochainement de se revoir. Il y a des élections qui vous attendent l'année prochaine, mais je ne doute pas qu'elles vont... Octobre 2026. Voilà, donc tous nos vœux vous accompagnent pour ces élections et on se réjouit de se revoir très bientôt. C'est très, très gentil. Merci à vous, merci à toute l'équipe pour l'accueil. Merci à vous, Madame la Présidente. Monsieur le Président.